Bonjour et bienvenue à tous dans les chroniques du football américain. Bonjour tout le monde. Voilà 2 épisodes que nous survolons les époques pour en apprendre un peu plus sur l'histoire de notre sport, et je pense que nous sommes à peu près au point. À 2 épisodes de 20 minutes, je pense que les bases sont bien lourdes là. Donc aujourd'hui, pas d'histoire, pas de date ni d'anecdote. Yes. Oh, pardon. Car nous allons enfin entrer dans le vif du sujet, le noyau dur, l'épicentre du foot US, et allons observer, décortiquer, disséquer ensemble le déroulement d'un match de football américain. Est-il nécessaire de le préciser ? Allez chercher toutes les personnes qui sont susceptibles de venir vous voir jouer et de passer tout le match à se demander ce qu'elles sont venues foutre ici, car elles ne bitent absolument rien à ce qui est en train de se passer afin de leur montrer cette vidéo. Alors en général, c'est vos mères, vos sœurs, vos nanas ou vos femmes, enfin les filles quoi. Et toutes mes félicitations remises pour l'inauguration de la blague misogyne sur la chaîne. Mais non, mais c'est parce que c'est un sport un peu compliqué à comprendre et qu'à la base c'est destiné aux hommes, donc c'est normal qu'elle pige pas tout. Très bien, c'est donc toi qui tenteras d'expliquer tes propos à toutes les équipes féminines de France, et moi je n'ai plus qu'à m'excuser pour mon acolyte et à vous souhaiter la bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques du football américain. Équipe féminine, tu me fais marcher là. Ferme ta gueule, Romy. Il est vrai que le football américain est un sport qui possède ses propres codes, des règles bien spécifiques et des mécaniques de jeu qui peuvent très facilement déstabiliser les personnes qui viennent voir un match pour la première fois. Certains vous diront qu'il est donc impossible de faire comprendre son fonctionnement et d'en expliquer ses mécanismes, mais à cœur vaillant rien d'impossible et à l'impossible nul n'est tenu, donc commençons tout de suite par la base. Qu'est-ce que c'est quoi le football américain ? Le football américain est un jeu de gagne-terrain qui se pratique à 11 contre 11 pendant des matchs durant 60 minutes et divisé en 4 cartons de 15 minutes, dont le but est de faire avancer un ballon jusqu'à la zone d'en-but adverse. La end zone. Pour marquer, les équipes doivent franchir la ligne d'en-but avec le ballon ou l'attraper à l'intérieur de celle-ci, marquant ainsi des touchdowns. Je fais juste cette petite parenthèse pour dire qu'il n'y a pas de but, de panier ou d'essai au football américain, mais seulement des touchdowns, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc on peut marquer des points que comme ça. Alors non, il y a 2 autres moyens de marquer, soit en tapant au pied en faisant passer la balle entre les 2 poteaux qui se trouvent au fond de la end zone, ce qui s'appelle un field goal, ou alors en plaquant le joueur qui a le ballon dans sa propre zone d'en-but, ce qui s'appelle un safety. Et nous reviendrons plus en détail là-dessus quand le moment sera venu. L'équipe qui a la possession du ballon a 4 tentatives, ou down, pour faire avancer le ballon de 10 yards, et réussir ce qu'on appelle un first down. Si le contrat est rempli avant la fin des 4 tentatives, elle obtient à nouveau 4 downs pour tenter de refaire 10 yards, et ainsi de suite jusqu'à arriver à la end zone pour marquer. Donc tout ce cheminement et cet enchaînement de down s'appelle un drive. Par contre pour les termes techniques, prenez des notes, parce qu'on répétera pas. Si par contre elle n'arrive pas à avancer et ne remplit pas le contrat, elle doit rendre la balle à l'autre équipe, qui a aussi maintenant ses 4 essais pour faire ses 10 yards dans le sens inverse. Ah non mais en plus de regarder le match, tu nous dis qu'il faut se forcer à calculer le nombre de tentatives qui restent et combien de terrains ils ont parcouru ? Non mais vous êtes des grands malades les gars. Mais bien sûr que non, et il y a un moyen très simple de le savoir. Pour savoir combien il reste de tentatives, il faut regarder le long de la touche pour apercevoir ce qu'on appelle le panneau de down, qui affiche de 1 à 4, symbolisant à quel down l'équipe se trouve. Donc si le panneau affiche 1, c'est qu'on est à la première tentative et qu'il en restera 3 après celle-ci, et s'il affiche 2, c'est qu'on est au deuxième down et qu'ensuite il en restera 2, et etc. Pour se repérer sur le nombre de yards qu'il reste à parcourir, il suffit de regarder ce qu'on appelle la chaîne, composée de 2 poteaux en forme de cible attachés à une chaîne faisant exactement 10 yards. Ah mais c'est pour ça que ça s'appelle la chaîne, parce qu'il y a vraiment une chaîne en fait. Je ne veux même pas entendre ce que ton cerveau malade a pu s'inventer comme explication débile. Le premier poteau indique là où une équipe démarre ses 4 tentatives, et le deuxième là où elle doit arriver pour remplir son contrat de 10 yards. Mais il faut regarder aussi le panneau de down qui, en plus d'indiquer les tentatives, montre aussi à quel niveau se trouve le ballon en se déplaçant latéralement le long de la touche en fonction d'où se trouve la balle sur le terrain. Petit cas pratique très rapide pour bien comprendre comment lire la chaîne et le panneau de down. C'est la première tentative et il y a 10 yards à parcourir. Le panneau de down qui affiche 1 est donc en face du premier poteau de chaîne qui est aligné avec la balle. On est, pour utiliser les termes exacts, en première et 10. L'équipe fait sa première action et avance la balle de 4 yards. Le panneau de down avance donc aussi de 4 yards et passe à 2. On est maintenant en deuxième et 6 car il reste 6 yards à parcourir. Est-ce que c'est compris ? Alors selon moi le problème, c'est pas que c'est compliqué à comprendre le système de poteaux et de chaînes, c'est que de la buvette, on n'arrive jamais à bien les voir. Je vais faire mine de n'avoir rien entendu et on va dire que ce point technique est validé, on va donc pouvoir passer aux choses sérieuses et commencer le match. Ah chouette ! Alors on commence par quoi ? Les plaquages, les coups de casque, la bagarre ? On commence par le toss. Le quoi ? Le toss est une partie de pile ou face qui va servir à décider quelle équipe va engager la partie et dans quel sens du terrain elle va avancer. C'est l'arbitre principal qui porte la casquette blanche qui va lancer la pièce et qui demande à l'équipe visiteuse,
par courtoisie, de choisir pile ou face. Si elle choisit le bon côté, alors elle gagne le toss, par contre si elle choisit le mauvais côté, c'est l'autre équipe qui gagne, quoi qu'il en soit, l'équipe qui gagne le toss a alors différents choix. L'équipe qui gagne le toss peut décider si elle tape le coup de pied d'engagement ou si elle reçoit le coup de pied d'engagement, des actions que l'on appelle kick-off et kick-off return. Et qui sont des notions que nous allons voir et expliquer très vite, donc on ne se décourage pas à la première difficulté et on continue à regarder. L'équipe qui a perdu le toss, elle, décidera le côté du terrain où elle voudra être, sachant qu'à la fin de chaque quart-temps, les équipes tournent et changent de côté. Il existe tout de même une troisième possibilité qui consiste pour l'équipe qui a gagné le toss de reporter son choix en deuxième mi-temps, ce qui est une option plus stratégique dans le sens où on adaptera son choix en fonction de comment s'est déroulé le match en première mi-temps. Et vous faites comment si l'arbitre il a pas de pièce? Un Shifumi. T'es con. Il est con. Y'a personne. Non, pour de vrai. Ah oui, ça a déjà moins de gueule. Donc le toss a été fait, nous allons enfin pouvoir lancer le début du match, et quoi de mieux pour une bonne compréhension qu'une petite mise en situation. Pour nous aider dans nos explications, nous allons tous ensemble assister à un match opposant deux équipes, les bleus contre les rouges, toutes composées entièrement de Romy Galley. Ça sent déjà le bon gros match de merde. Les matchs de football américain débutent grâce à un coup de pied d'engagement appelé kick-off. Action dont on a évoqué le nom il y a 2 minutes quand on parlait du toss, et si vous avez été assez courageux pour arriver jusqu'ici, alors les portes de la connaissance s'ouvrent à vous maintenant. Vous les reconnaîtrez à leur formation bien spécifique, car l'équipe qui donne le coup de pied d'engagement est alignée à 5 yards derrière le ballon, alors que l'autre équipe est éparpillée sur le terrain pour couvrir le plus d'espace possible. Donc le but du kick-off est d'envoyer la balle le plus loin possible pour que l'équipe adverse la récupère le plus près possible de leur end zone, mais aussi le plus haut possible pour que la balle reste longtemps dans les airs et que les joueurs aient assez de temps pour arriver jusqu'au porteur du ballon pour l'empêcher d'avancer. Car en effet, l'équipe qui reçoit le ballon a la possibilité de courir avec la balle pour essayer de la faire avancer le plus loin possible. C'est pour cela que l'on parle de kick-off return. Et il est même possible de retourner la balle tellement loin qu'on va jusqu'à marquer un touchdown. Mais alors pourquoi des fois les mecs ils reçoivent la balle et le jeu s'arrête sans qu'ils aient avancé? C'est parce qu'il y a quand même quelques subtilités à connaître sur ces actions, sinon ce serait pas drôle. Youhou, qu'est-ce qu'on se marre! Il est possible que la balle soit tapée si fort qu'elle sorte au-delà de la end zone, ou qu'un joueur qui récupère la balle dans sa end zone décide de poser le genou à terre pour appliquer la règle du touchback. Dans ces deux cas précis, l'équipe qui reçoit le ballon débutera ses downs à partir de ses 20 yards. Et cela ne s'applique que si le joueur attrape la balle dans la end zone. S'il pose le genou alors qu'il est à 2 yards de sa end zone, son équipe démarrera dès 2 yards, et lui se fera sûrement pourrir par les autres joueurs et ses coachs. Alors moi je suis persuadé d'avoir déjà vu un mec faire coucou à sa mère dans les tribunes, attraper la balle, et le jeu s'est arrêté aussi. Et il était pas dans la end zone. Ça c'est encore autre chose. Si le joueur qui retourne le ballon voit les joueurs adverses arriver un peu vite, il peut faire un grand signe de la main signalant qu'il ne tentera pas de remonter le ballon, donc que les autres joueurs n'auront pas à le plaquer. On appelle cela un fair catch, et son équipe démarrera donc de là où il a attrapé la balle. Donc il faisait pas coucou à sa mère. C'est bon, monsieur je sais tout, on a compris. Il y a bien évidemment de nombreux points qu'il sera expliqué sur les kick-off et kick-off return, mais n'oublions pas que cette vidéo s'adresse aux novices. Aux meufs, aux novices de tout genre, et qu'entrer dans les détails ne ferait que les embrouiller un peu plus, donc contentons-nous des grandes lignes pour commencer, et les puristes n'auront qu'à compléter les infos en commentaire pour nous inonder de leur savoir. Et après, qu'est-ce qui se passe alors? C'est quand la bagarre? Alors maintenant que le coup de pied d'engagement a été tapé, le match en lui-même peut commencer. Dans notre cas, ce sont les bleus qui ont le ballon et qui commencent sur leurs 20 yards. Leur but va être de faire avancer le ballon le plus loin possible pour pouvoir remplir leur contrat des 10 yards, mais surtout pour pouvoir aller marquer un touchdown. Et le but des rouges est de les empêcher d'avancer pour pouvoir récupérer la balle. Donc à partir de maintenant, les questions que nous allons nous poser, c'est qu'est-ce que c'est quoi les méthodes pour faire avancer le ballon? Au football américain, il y a 2 moyens de faire avancer la balle. Soit par la voie terrestre, soit par la voie des airs. Ah, jolie métaphore. C'est vrai que c'est pas assez compliqué qu'il faut en plus y rajouter de la poésie. Je m'explique. Les 2 options qui s'offrent aux joueurs vont être soit de courir avec le ballon directement en évitant les joueurs de l'équipe adverse, soit de faire des passes à des joueurs qui vont courir selon des tracés bien spécifiques et qui devront se démarquer pour attraper la balle. On parle donc de course ou de passe qui seront les actions utilisées en fonction de la défense qui sera proposée par l'équipe en face. Oui, bah c'est ça, je le savais bien. Faut décider au pif. Alors non, et c'est là qu'entre en jeu le côté stratégique du football américain et le rôle du coach sur la touche qui va devoir annoncer les bonnes stratégies à jouer au bon moment. Pour bien comprendre le fonctionnement du football américain, il faut le voir comme une partie d'échecs, où les joueurs sont les pions et le coach le cerveau. Le but de chaque équipe sera de deviner le prochain coup de l'adversaire pour le contrer, ou alors d'avoir un coup d'avance pour le dominer. Cela reste encore très abstrait, j'en conviens, mais je vous propose de continuer notre petit match et vous verrez que les réponses viendront d'elles-mêmes. Ou elles viendront parce que Romy comprendra encore que dalle et qu'il posera la question. Alors pardonnez-moi de vouloir faire avancer le schmilblick. Les bleus commencent leur série de 4 actions. Préalablement, le meneur de l'équipe, appelé aussi quarterback, a été demandé à son coach quelle action ils allaient jouer, et il vient l'annoncer à ses coéquipiers en faisant ce qu'on appelle un huddle. Le huddle, c'est cette petite ronde que les joueurs forment avant chaque action afin de se dire en toute discrétion quelle stratégie ils vont devoir jouer. Mais pourquoi ils se mettent en ronde? Ils pourraient pas juste chuchoter?
c'est que ça a été inventé par l'équipe de l'université de Gallaudet à Washington, qui est une école pour les sourds, et comme ils utilisaient le langage des signes, il fallait se planquer pour pas que l'autre équipe, composée aussi de sourds, puisse voir. Mais du coup, c'est resté comme ça. Ah merde, oui, et ça chuchote pas la langue des signes en plus. Mais comment il sait, le coach, quelle stratégie appliquer pour niquer les autres? Il va regarder le placement de l'équipe adverse en priorité. En effet, tout est une question de lecture. Car si les rouges ont décidé d'aérer leur jeu en essayant de couvrir plus en profondeur, cela laisse aux bleus la possibilité de faire une course ou alors une petite passe rapide. Le temps que les rouges arrivent, les bleus pourront avancer et gagner du terrain. Par contre, si les rouges décident de jouer agressif et de se mettre en pression, là les bleus auront tout intérêt à envoyer des joueurs rapides se démarquer pour faire des passes par-dessus les rouges. Et là où la stratégie devient vraiment intéressante, c'est quand on peut conditionner l'équipe adverse pour encore mieux la surprendre ensuite. Admettons que les bleus jouent au centre quasiment à chaque fois. Les rouges vont adapter leur défense pour couvrir au maximum le centre du terrain en pensant que les bleus continueront à jouer comme ça. Ce qui les surprendra d'autant plus quand les bleus décideront de faire un jeu qui partira totalement sur l'extérieur. Donc vous l'aurez compris, le football américain n'est pas qu'une histoire de muscles car il faut savoir avant tout utiliser sa tête. Et c'est bien pour ça qu'on a des casques. Non mais je parlais de la tête au sens cérébral. Réflexion et tout. Oh alors ça, moi tu sais... Vous savez donc maintenant comment les joueurs peuvent faire avancer la balle et quelles sont les stratégies qui peuvent être utilisées lors d'un match. Il est donc temps de reprendre notre partie trépidante de Romy Galette. Pour les bleus, tout roule. Le ballon avance, les rouges n'arrivent pas à les arrêter et ils finissent par marquer un touchdown. Ils vont alors avoir deux options pour faire ce qu'on appelle la transformation. Ils vont donc avoir le choix entre une transformation au pied valant 1 point ou rejouer une action normale et marquer à nouveau un touchdown pour 2 points. Là encore, le choix est stratégique et se fera en fonction du nombre de points d'écart qu'il y a entre les deux équipes. Ah, et si t'es à la traîne, vaut mieux tenter le 2 points. Oui, mais la prise de risque est plus grande, donc tu ne peux ne rien marquer du tout si ça foire. Alors que si t'es large, tu es sur le coup de pied à 1 point. Voilà, c'est à peu près l'idée. Donc maintenant que la transfo a été faite, on va pouvoir réengager. Après chaque touchdown, l'équipe qui a marqué va rendre le ballon à l'autre équipe. Et pour cela, nous allons refaire un kick-off, donnant la possibilité à l'équipe qui reçoit le ballon de le remonter et de bien se placer pour repartir. Donc là, nous avons vu le cas quand tout se passe bien. Voyons maintenant ce qui se passe quand tout va mal. Ce sont les rouges qui ont maintenant la balle et contrairement aux bleus, ils n'arrivent pas à avancer, et même pire, ils reculent. Car oui, il est possible de reculer au football américain pour tout un tas de raisons et de se retrouver à des distances folles du first down. Et ça change quoi ? Si au lieu de faire 10 yards en 4 essais, tu dois en faire 30, ça commence à faire beaucoup. Les raisons principales qui peuvent faire reculer une équipe sont les fautes, qui ont pour sanction de rajouter des yards de pénalité à l'équipe qui les a commises. Plus la faute est grave, plus la sanction est lourde, avec des pénalités pouvant être de 5, 10 ou 15 yards. Nous ne nous attarderons pas sur les fautes aujourd'hui, mais il était important d'en parler pour que vous sachiez tout de même qu'elles existent. Les autres possibilités qui peuvent faire qu'une équipe recule sont les mauvais snaps au début de l'action. Alors le snap, c'est quand le gros monsieur accroupi en position caca, il lance la balle entre ses jambes à l'autre monsieur tout maigre qui se cache derrière lui. Mais pourquoi tu leur parles comme s'ils étaient débiles ? N'oublie pas à qui s'adresse la vidéo, Romain. Oh meuf. En effet, il arrive que le snap soit trop haut ou mal attrapé et la balle part loin derrière le quarterback qui n'a pour autre solution que de se coucher dessus pour éviter que l'équipe adverse la prenne, ce qui arrête l'action et fait reculer tout le monde à l'endroit où la balle a été recouverte. Donc ça, c'est les coups de pas de chance. Mais il arrive aussi que ce soit l'équipe adverse qui nous force à reculer. Le meilleur moyen de faire reculer une équipe est de plaquer le quarterback avant qu'il n'ait eu le temps de passer la balle à un autre joueur. On appelle ça un sac et c'est l'action défensive qui fait perdre le plus de yards à une équipe. Mais on peut aussi plaquer n'importe quel autre joueur ayant le ballon et n'ayant pas encore dépassé la ligne d'engagement, et là on parlera de plaquage pour perte. Ah bah ça, perte, c'est un terme qui va parler au public ciblé. Mais enfin, t'as pas bientôt fini avec ça, sérieux ? Donc nous retrouvons nos rouges, toujours en mauvaise posture, et qui arrivent à leur 4e et dernière tentative, et qui se retrouvent devant un choix crucial à faire dans cette situation. Le premier choix est de jouer une action normale, qui si elle fonctionne et arrive au first down, leur donnera à nouveau 4 essais. Par contre, si elle ne fonctionne pas, les bleus récupéreront le ballon et repartiront de là où se sont arrêtés les rouges. Cette option-là est généralement prise quand on est quasiment sur le point de marquer un touchdown, car si ça marche, c'est tout bénef, et si ça foire, au moins l'autre équipe récupère la balle avec un maximum de terrain à parcourir. Le deuxième choix, pour tout de même essayer de marquer des points si on est trop loin du touchdown mais à bonne distance des poteaux, c'est de faire ce qu'on appelle un field goal. C'est exactement la même chose que la transformation au pied après un touchdown, sauf qu'au lieu d'être à 10 yards de la end zone, il est à 20, 30 ou 40 yards. Et il était à quelle distance le plus long qui a été réussi ? 64 yards. Le dernier choix est de faire ce qu'on appelle un punt, c'est-à-dire un coup de pied de dégagement qui a pour but de rendre le ballon à l'équipe adverse le plus loin possible, un peu à la manière du kick-off et toujours avec la possibilité pour l'équipe adverse de retourner le punt. Donc c'est un choix pour se sortir de la mouise qui est beaucoup plus sûr a priori mais qui peut être lourd de conséquences si le joueur qui remonte le ballon se débrouille bien et va jusqu'au touchdown. Ah, quand le sort s'acharne, hein. Y a pire que de se prendre un retour de punt, crois-moi. Ah bon ? Y a quoi ?
Je vous en parlais en début de vidéo, donc si tu es encore là, cher spectateur, je t'en félicite car tu vas enfin savoir ce qu'est un safety. Le safety est le fait de plaquer le porteur du ballon alors qu'il est dans sa propre end zone, ce qui rapporte 2 points à l'équipe qui a fait le plaquage. Mettons-nous donc en situation pour éclaircir un peu la chose. Les rouges viennent de récupérer le ballon et entament leur série de downs à 5 yards de leur end zone. Déjà, ça pue. Le quarterback récupère le ballon et recule pour faire une passe. Il est donc dans sa end zone et cherche un joueur à qui lancer la balle. Quand soudain, un joueur bleu arrive dans son dos et le plaque, ce qui fait safety, donnant au bleu 2 points supplémentaires. 2 points, c'est rien, ça va encore. Si c'était que ça irait, mais y a pire. À la suite d'un safety, il y a une remise en jeu comme pour après un touchdown, avec un kick-off et un kick-off return. Sauf que dans le cas du safety, c'est l'équipe qui s'est fait plaquer dans sa end zone qui doit rendre la balle à l'autre équipe. Donc dans le cas de notre match, c'est les bleus qui font safety, qui prennent 2 points et qui récupèrent la balle pour aller gentiment essayer de remarquer un touchdown. C'est moi ou depuis le début les rouges y puent? Eh bien je crois qu'on a fait le tour, c'est bon. Et moi je me suis toujours demandé un truc. Nous t'écoutons. Pourquoi un match qui dure 4 fois 15 minutes, avec une mi-temps de 20 minutes si on prend large, va parfois durer 4 heures? Ah mais oui, bien sûr, j'allais oublier la gestion du temps. Merci mon Romy de mettre ta nullité au service de la chaîne. Ah mais du coup je sais jamais si c'est bien ou pas ce que j'ai dit. Donc une des notions très importantes au foot US et qui en fait un sport encore plus stratégique est la gestion du temps, car certaines actions vont arrêter le temps quand d'autres le laisseront défiler. Tant que le joueur reste dans les limites du terrain, que ce soit après une passe ou une course, le temps continue de tourner. Par contre, si le joueur sort en touche, le temps s'arrête immédiatement. C'est pourquoi il est possible de voir dans certains cas des joueurs sortir volontairement en touche pour arrêter le chrono. D'autres faits de jeu peuvent arrêter le chrono. Par exemple, si une passe est incomplète, lorsqu'il y a une faute, qu'un joueur est blessé, à la fin de chaque quart-temps, lors d'un changement de possession de balle ou quand un temps mort est appelé. Les temps morts qui sont autorisés au nombre de 3 par mi-temps et qui sont des armes précieuses dans la gestion du chrono. Mais pourquoi c'est utile de pouvoir gérer le chrono comme ça? J'arrive pas à comprendre. Remettons-nous en situation de match grâce à nos remigalettes bleues et rouges pour éclaircir tout ça. Mettons-nous dans le cas où les bleus sont devant au score de 3 points. Il reste 3 minutes à jouer et ils récupèrent la balle pour entamer leur drive. Ils auront tout intérêt à jouer de la course pour faire courir le chrono et ainsi arriver le plus vite possible à la fin du match pour ne pas laisser de possibilité aux rouges de récupérer la balle et de revenir au score. Donc ça c'est quand le chrono est ton copain, mais regardons maintenant un cas où le temps joue en notre défaveur. Cette fois-ci, ce sont les rouges qui ont la balle et qui sont en retard de 3 points. Ils commencent leur drive sur leurs 20 yards et il reste 30 secondes à jouer. Dans ce cas précis, ils auront tout intérêt à jouer de longues passes pour aller loin et vite, puis de sortir en touche ou d'utiliser un temps mort pour arrêter le temps. Et ainsi, pouvoir faire le plus d'actions possible en 30 secondes et espérer pouvoir marquer avant la fin du match. Vous l'avez compris, la gestion du temps est donc super importante dans un match de football américain et c'est donc pour ça que les matchs durent toujours beaucoup plus longtemps. Beaucoup trop longtemps même parfois. Nous avons cette fois fait le tour de la question et vu dans les grandes lignes les choses importantes à savoir pour suivre correctement un match de football américain. Au pire des cas, prévoyez un bon bouquin ou une bonne série sur votre téléphone, au moins ce sera pas du temps de perdu. Je ne saurais que trop vous conseiller de montrer cette vidéo à toutes les personnes susceptibles de venir ou de revenir vous voir pendant un match afin qu'elles comprennent un peu plus les mécaniques de notre sport. Ça c'est une technique pour faire plus de vues. Et je vous invite bien entendu à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à nous suivre sur Instagram et sur notre page Facebook. Prochaine étape, on ouvre un compte mythique, ça va cartonner. Encore une fois, merci d'être là et de nous encourager dans notre aventure qui est quelque part aussi un peu la vôtre, donc n'hésitez pas à nous écrire en commentaire des choses que vous aimeriez rajouter et qui vous semblent importantes. Donc là, les techniciens et les accros des règles et des petits détails dont tout le monde se fout en général, c'est le moment d'y aller, lâchez-vous. En espérant que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura éclairé un peu plus sur notre sport, que vous soyez pratiquant ou simple novice, toujours dans le but de vous faire découvrir le football américain, de vous le rendre accessible et de vous faire comprendre pourquoi on en est dingue. Ah ouais, dingue, carrément. Et bien sûr, car quand on arrive à un certain stade, le foot n'est plus un sport, c'est un mode de vie. Foot là, c'est ça le médicament Nouni. Je piche pas là. Ah mais c'est parce que je t'ai pas dit que j'étais bilingue français-créole. Eh mais c'est top, tu m'avais caché ça. T'as pas un petit proverbe à nous dire pour finir sur une petite touche ensoleillée? En bas la terre, pas ni plaisir. Ça veut dire les amis qu'il faut profiter de la vie tant qu'il en est temps, savourer ses petits plaisirs comme regarder une vidéo des chroniques du football américain avec un bon petit pont chez des potes ou avec votre nana, ce qui est encore mieux. Comme ça à la fin de la vidéo, vous pourrez profiter d'un autre grand plaisir à consommer sans modération car souvenez-vous bien que si coco pas ni épaules, cocotte pas ni compté. Waouh, génial! Et ça veut dire quoi ça? Là je vous laisserai chercher par contre, il y a peut-être des enfants qui regardent. A très vite dans les chroniques du football américain.